La pluie tombait sans pitié sur le trottoir. Deux silhouettes âgées, prises sous une bâche déchirée, tremblaient sous la lumière jaune des lampadaires. Vous resteriez devant une image comme celle-ci sans bouger. Ce que ce fils a trouvé ce soir-là allait se transformer en une bataille pour la dignité et en une vérité que personne n'attendait. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et restez jusqu'au bout, parce que ce que vous allez entendre demande d'aller au fond des choses. L'odeur de mouillé piquait le nez, le goudron renvoyait des reflets moussus, et une vieille paire de chaussures gorgées d'eau racontait une vie interrompue. Dans la voiture, Antoine, portant un pardessus trop léger pour la saison, tenait un gâteau emballé et un bouquet de gerbéras aux pétales froissés. Il n'était pas revenu depuis des années. Quand il posa le pied sur la dernière marche, la scène l'arrêta comme si quelqu'un avait fermé un couperet. Il avança, le souffle court, et un cri putain de court traversa la pluie. Antoine se précipita, les paumes froides, et dit « Maman? Papa ?» La voix de Marie, une femme aux cheveux plus blancs que la mémoire, répondit d'une étrangeté familière. « Antoine, tu es revenu ?» Henri, le dos voûté par le temps, tenta de se lever et murmura « Mon fils, que fais-tu ici sous la pluie ?» Leurs mains, sèches et veinées, se cherchèrent et ne se trouvèrent pas. Ce premier instant posait la question. Comment des parents pouvaient se retrouver expulsés de leur propre maison? La réponse se cachait derrière un cadenas neuf, une porte clouée et une série de papiers signés par des mains invisibles. La découverte fut brutale. La porte de la maison d'enfance portait un cadenas brillant et un avis d'expulsion collé au bois. Sur le palier, un cahier de promesses jauni s'échappa d'un sac en toile, ses pages pleines de promesses et de dates. Les gerbéras que Antoine avait achetées tremblaient dans leur papier humide, comme si elles sentaient la honte. « Qui a fait ça ?» demanda Antoine. Marie leva les yeux et dit en essuyant une larme « C'est l'agence immobilière, Bruno, et une signature qu'on nous a fait croire fausse. » Henri, la voix basse, ajouta « Ils ont fait appel à un dépôt municipal. Ils ont pris nos meubles, nos photos, tout ce qui faisait la maison. » La pluie devint une métaphore immédiate et persistante dans la narration. Elle lavait la pierre, mais pas la mémoire. L'essence se superposait, le goût de sel sur les lèvres, l'odeur du vieux bois humide, le son des voitures qui passa, la sensation du papier humide qui se déchire, la vue des gerbéras qui perdent leurs pétales. Chaque image ramenait le téléspectateur au cœur du problème. Expulsion, injustice et une bureaucratie qui broie. La scène suivante déroula une série de dialogues serrés. Antoine demanda où étaient les clés, qui avait signé, qui avait émis la notification. Marie raconta. Un courrier est arrivé. Une procuration nous a été présentée. On nous a dit que c'était pour régler un petit souci de taxe. On a dit oui. Henri regarda la façade et murmura. On ne savait pas lire tous les mots. Ils ont dit injonction et audience, mais tout s'est fait si vite. La question résonna. Comment peut-on perdre une maison à cause d'un papier qu'on ne comprend pas? C'est le fil conducteur qui va mener aux documents, aux emails, aux enregistrements audio et à l'audition de témoins. Le passé d'Antoine se déploya ensuite, parce que pour comprendre la rage et la douleur, il faut connaître l'origine. Antoine avait grandi dans cette maison. Ses souvenirs étaient un empilement de petits rituels. Le petit déjeuner à la boulangerie de la place, la fête d'anniversaire avec un gâteau de semoule que sa mère appelait gâteau de Fouba, le cahier de promesses que son père portait toujours dans la poche de sa veste comme un talisman. L'enfance fut douce, marquée par des dimanches à l'église locale avec le père Jacques, par des après-midi à la boutique de Madame Sophie où il achetait des bonbons, et par les histoires que lui racontait son grand-père Gérard sous la jaboticabeira dans le jardin. Antoine était parti à l'université, puis à l'étranger, poussé par une ambition qui lui valut succès et portefeuille bien garni. La distance transforma l'amour en habitude sporadique. Les appels téléphoniques se firent rares, jusqu'au silence. Malgré cela, il avait promis à sa mère dans un cahier « Je reviendrai pour réparer tout ce que la vie casse ». Ces lignes, écrites à l'encre noire avec une écriture encore tremblée, restaient la preuve d'une promesse qui allait guider son retour. Dans une série de courts paragraphes, la narration révéla la transformation d'Antoine. Les rues de la ville où il revint avaient changé. Les commerces traditionnels étaient remplacés par vitrines froides, une agence immobilière tenue par Bruno affichait des annonces luisantes. Antoine, autrefois plein de projets, avait construit une vie de cadre et de réunion. Il parlait désormais de chiffres, d'héritage, d'investissement. Il avait coupé petit à petit ses liens affectifs.
Sa réussite avait été érigée en mur entre lui et ses racines. Les nuits d'hôtel, le goût du café amer avalé entre deux vols, l'odeur d'un costume neuf, tout cela l'avait éloigné du jardin et des rires. Il n'imagina jamais que l'argent qu'il envoyait parfois ne suffirait pas à protéger ce qu'il aimait. La tension monta quand Antoine entra en contact avec l'agence immobilière. Il y eut une confrontation lente, constituée de dialogues tendus et précis. Antoine sonna à la porte vitrée de l'agence. Bruno ouvrit, l'air professionnel, et dit « Puis-je vous aider ?» Antoine répondit « Je suis Antoine, fils de Marie et Henri. La maison de la rue des Tilleuls est sous expulsion. Qui a autorisé cela ?» Bruno répliqua « Nous gérons la propriété selon les normes. Un mandat nous a été fourni. » Antoine insista « Montrez-le-moi. Montrez la procuration, la preuve de la signature. » Bruno posa des yeux d'acier et demanda « Vous voulez une copie? Il faudra prendre un rendez-vous. » Antoine s'éleva. « Je n'ai pas besoin d'un rendez-vous. Mes parents sont dans la rue. Donnez-moi les papiers maintenant. » La secrétaire, Lucie, passa une main tremblante sur son visage et murmura « Je crois qu'il y a une clause que nous n'avons pas vérifiée. » Bruno sourit, mais les sourires n'étaient pas ce qu'il semblait. Le dialogue s'étira en questions et réponses, 10 fois, 12 fois, chaque échange révélant un nouveau mensonge, une omission, une phrase factice dans un contrat. Les descriptions sensorielles accompagnèrent la scène. Le bruissement des feuilles d'une liasse de documents, l'odeur de plastifiant, la texture du papier glacé, la lumière crue du bureau qui rendait les visages durs, le goût métallique de la colère dans la bouche d'Antoine. La tension montait, les échanges s'allongeaient, et à chaque répétition, on sentait la mécanique d'une expulsion administrative qui se retrouve face à la volonté d'un fils enfin revenu. Les voisins se rassemblèrent. Monsieur Lefebvre, qui habite en face, apporta un thermos de café. Nadège, la présidente de l'association de quartier, téléphona à une bénévole pour organiser une cagnotte. Sophie prêta son manteau à Marie. Les noms se succédaient et la communauté devenait un personnage à part entière. L'enquête documentaire commença. Antoine trouva un email caché dans une imprimante, un enregistrement audio sur un téléphone abandonné, une signature falsifiée sur un formulaire de procuration. Les documents avaient des mentions de dépôt et de transfert de meubles vers un dépôt municipal. La procédure légale fut résumée avec précision. Une injonction envoyée par courrier recommandé, une audience fixée sans avis correct, une ordre de saisie exécutée par un huissier. La description du processus légal fut calme, factuelle, mais détaillée. La signification d'une injonction, le délai de recours de 5 jours, l'obligation de notification et la manière dont une procuration mal rédigée peut être exploitée. Ce passage technique se déroula sur environ 300 caractères pour asseoir la crédibilité et montrer comment des failles procédurales ont été utilisées pour violer un droit. La révélation centrale survint quand Antoine mit ensemble les pièces du puzzle. Un audio montrait un employé de l'agence qui conseillait d'accélérer la procédure. Des emails démontraient que Bruno avait contacté un dépôt pour enlever les meubles avant la date prévue. Et une photo envoyée à un sous-traitant montrait déjà le cadenas sur la porte. Le moment du dévoiement fut un crescendo de tensions intérieures et extérieures. Antoine se sentit simultanément vidé et en feu. Il revit la main de son père tenant le cahier de promesses. Il revit la dernière fois où il avait dit « je reviendrai ». Et il comprit que la réparation demanderait du courage. Pendant ce climax, la narration ralentit pour laisser respirer les émotions, puis accéléra pour noter les décisions prises. Les paragraphes décrivirent pendant 200 mots la lutte interne d'Antoine, ses souvenirs d'enfance, la colère, la peur de ne pas pouvoir réparer. Et enfin, la décision. Engager une procédure de réintégration, porter plainte pour violation, obtenir une audience d'urgence. Le conflit culmina lors d'un face-à-face avec le responsable du dépôt, Gérard, et l'huissier qui avait signé l'ordre. Là, les dialogues furent étirés, 12 échanges pleins de tensions, questions, réponses, silence lourd, accusations et tentatives de justification. Antoine demanda « Où sont les albums photos? Où est le cahier de promesses ?» L'huissier répondit « Nous avons agi selon l'ordre, les biens ont été placés au dépôt numéro 4. » Gérard, fatigué, ajouta « Nous avons catalogué les meubles, mais certains colis sont mélangés. » Nadège intervint. « Il y a une violation, vous n'avez pas laissé le temps légal de recours. » L'huissier beugea un dossier et dit « Les procédures ont été respectées sur le papier. » Antoine leva la voix. « Sur le papier, on peut tout faire. Sur le papier, on peut voler une maison. » Les voisins retenaient leur souffle.
Les dialogues détaillés exposèrent la complexité administrative et la froideur d'une machine qui déshumanise. Après le choc, l'action se mit en marche. Antoine et Camille, une avocate qu'il contacta, préparèrent une requête en réintégration. Camille expliqua avec calme les étapes. Dépôt d'une demande de liminar, convocation rapide, preuve photographique de la présence des parents, témoignage des voisins, liste des biens saisis. La description technique de la procédure d'urgence occupa encore un passage méthodique de 300 caractères, soulignant l'importance d'un huissier de justice compétent, d'une injonction provisoire et d'une audience de référé. Pendant ce temps, la communauté organisa une opération pour récupérer les meubles. Des bénévoles prirent des camions, une cagnotte fut mise en ligne, Nadège coordonna les heures et fit le lien avec la paroisse, qui offrit un local pour stocker temporellement les objets. La visite au dépôt fut une scène centrale de restauration. Le dépôt était une grande nasse de métal, une odeur froide de lubrifiant et de poussière. Les descriptions sensorielles se multiplièrent. L'écho des pas sur le sol, le cliquetis des cadenas, la sensation rugueuse du carton humide, la lumière crue qui transformait les objets en preuves. Les meubles furent identifiés un à un. Une vieille horloge qui ne marchait plus, le fauteuil où Henri avait lu les journaux, un album, des photos recouvertes de plastique, le cahier de promesses enfin retrouvé scotché sous une commode. Ces retrouvailles furent accompagnées d'échanges émotionnels entre Antoine et ses parents, dialogues longs et détaillés, 10 échanges au moins, où chaque mot pesait. Antoine dit « Je suis désolé d'être parti ». Marie répondit « Tu n'as pas seulement quitté la ville, tu nous as laissés seuls ». Henri tenta de tempérer « L'important est que tu sois là maintenant ». Le symbole du cadenas fut brisé symboliquement par Antoine, qui remit le cadenas au responsable du dépôt tout en demandant des comptes. Vint ensuite la séquence judiciaire. L'audience de référé fut décrite avec soin procédural. Le juge examina les preuves, écouta les témoins, lut des extraits d'emails et un enregistrement audio. Camille plaida pour la réintégration immédiate et pour une réparation des dommages. L'avocat de l'agence tenta de minimiser la responsabilité. Le récit expliqua techniquement comment une ordonnance provisoire peut être obtenue, sur quels critères elle repose et comment la justice peut ordonner la restitution et l'indemnisation. Environ 300 caractères furent consacrés à expliquer les subtilités légales, la recevabilité d'une plainte pour violation de domicile, les délais de recours et la mise sous séquestre de biens contestés. Finalement, le juge prononça une ordonnance de réintégration et demanda une expertise sur les conditions de la signature. La résolution matérielle prit du temps. Les objets furent remis, la maison réhabilitée avec l'aide de voisins et de bénévoles. Des artisans locaux repeignirent le portail, la boulangerie de la place offrit un gâteau pour célébrer, des voisins apportaient des nappes, des chaises, du riz et de la farine. Une petite fête improvisée permit de reprendre des rituels perdus. Un panneau « Bienvenue à la maison » fut accroché au mur, écrit à la main par un enfant du quartier. La scène de restauration fut ponctuée par des dialogues chaleureux et proches, au moins 8 échanges où chacun racontait comment il avait aidé. Bruno disparut dans les pages du scandale. Une plainte fut déposée contre l'agence immobilière pour fraude et violation, et une action en réparation fut engagée. Le récit prit soin de nommer les acteurs secondaires. Lucie, la secrétaire, qui fournira plus tard un témoignage, Nadège, la présidente de l'association, qui organisa la cagnotte, Monsieur Lefebvre, le voisin, qui fut témoin, Sophie, la boulangère, qui apporta du pain et un gâteau, Camille, l'avocate, qui mena la procédure, Bruno, le responsable de l'agence, Gérard, le chef du dépôt. Chacun eut une action concrète, renforçant l'idée que la communauté permet la réparation. Le récit se prolongea ensuite en un épilogue en 3 temps. 1 mois plus tard, la maison avait déjà reçu de vraies réparations. Les pétales des gerbéras retrouvaient de la couleur dans un vase sur la table de la cuisine. Antoine venait chaque jour, parfois juste pour s'asseoir avec son père et regarder le ciel. La cagnotte avait permis de payer des réparations urgentes et de récupérer des meubles. Des bénévoles offrirent des services pour remplacer une fenêtre brisée et nettoyer le jardin. Un petit premier bilan montra que la vie reprenait son rythme. Les voisins organisaient encore des tours pour accompagner Marie chez le médecin, et l'association avait lancé un registre local pour surveiller les pratiques abusives des agences. 3 mois après, la plainte contre l'agence avait permis d'ouvrir une enquête administrative. Les documents découverts furent remis au parquet qui examina la possibilité d'exercer des poursuites pour falsification et escroquerie. Une audience publique révéla des pratiques similaires dans d'autres quartiers. La presse locale reprit l'histoire et l'indignation monta. La famille reçut des soutiens, des dons vinrent pour refaire le toit et une équipe de jeunes bénévoles repeignit la façade.
Antoine, qui avait décidé de ralentir son rythme professionnel, commença un projet communautaire visant à aider d'autres familles à vérifier leurs papiers. Le projet prit forme sous le nom de Retour à la maison et réunit avocats volontaires, citoyens et bénévoles pour former des gardes documentaires. 6 mois plus tard, la maison était de nouveau un lieu de vie et non un symbole de conflit. Une petite plaque fut posée à l'entrée pour remercier la communauté. Antoine et ses parents organisèrent une fête du quartier avec un gâteau, des fleurs et la lecture publique du cahier de promesses retrouvé. L'action judiciaire porta ses fruits. L'agence fut condamnée à restituer les frais et à verser une indemnité compensatrice. Bruno fut mis en examen pour falsification. Une petite fondation locale naquit, inspirée par cette histoire, pour aider des personnes âgées à sécuriser leurs biens et leurs documents. Le projet de réintégration devint un modèle pour la ville. La justice avait tranché, mais la réparation la plus profonde fut celle des liens. Avant la fin, le récit revint symboliquement au début. La pluie, qui avait été complice de l'injustice, tomba encore un soir. Mais différemment. Elle lavait la pierre réparée de la maison, elle arrosait les gerbéras qui maintenant tenaient droit dans un pot neuf. La serrure avait été changée, non pour barricader, mais pour protéger. La maison retrouva le calme. La dernière image fut simple. Antoine, Marie et Henri, assis autour d'une table, partageant un gâteau, tandis qu'un enfant du quartier déposait un cahier neuf sur la table, prêt à recueillir de nouvelles promesses. Si cette histoire vous a touché, partagez, inscrivez-vous et soutenez les initiatives locales qui protègent les plus vulnérables. Parce que chez eux maintenant, on n'a plus peur que la porte se referme. Ici, la maison reste ouverte.